La présidente, Mme Cathy Wong. Bonsoir à tous et à toutes. Veuillez prendre place. Bon retour à cette séance du Conseil municipal. Alors, nous entamons tout de suite avec la période de questions du public. Et donc, j'aimerais inviter dans la salle du Conseil, en premier, M. Pierre McNichol à rentrer dans la salle. Bonsoir, M. McNichol. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, mesdames et S'il vous plaît, messieurs. silence dans la salle, si possible. Je vous demanderai de garder le silence pour écouter la question. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Madame la Présidente, Madame la mairesse, je me présente, mon nom est Pierre McNichol. Je suis depuis commissaire dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis le 25 septembre dernier. Je tiens à vous remercier, Madame la mairesse, pour le travail accompli dans le dossier de la sécurité aux abords des écoles. Comme vous le savez, mes collègues commissaires scolaires ont présenté l'an dernier un mémoire sur les brigadiers scolaires et les mesures d'apaisement de la circulation dans nos quartiers. Nous tenons à vous féliciter pour les nouvelles mesures concernant les piétons et plus particulièrement nos enfants qui sont plus vulnérables. Nous souhaitons poursuivre le travail sans relâche avec nos arrondissements. Et c'est pourquoi je vous demande bien humblement d'appuyer le travail de terrain de vos élus scolaires dans nos communautés. Merci beaucoup. Merci, monsieur, pour votre question. Oui, monsieur Cadwell, à vous la parole. Merci beaucoup, M. McNichol. Merci pour votre intervention et félicitations pour votre implication dans le district de Tétroville, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Effectivement, donc, quelques mots sur le programme de sécurisation des abords des écoles, où c'est les arrondissements qui prennent l'initiative de proposer des projets avec une enveloppe centrale, justement pour intervenir sur les milieux. On reconnaît à la proximité des intervenants, que ce soit les équipes écoles, les commissions scolaires, les arrondissements, la bonne connaissance du terrain pour nous proposer des projets. Et c'est en ce sens-là, je sais que le travail se fait très bien dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où l'ensemble des intervenants travaillent ensemble pour la sécurité autour des écoles. Ça se fait dans l'immense majorité des arrondissements. Si ça ne se fait pas, ça doit se faire. Et puis, redoublons d'ardeur à la tâche, sécurisons les abords des écoles. C'est au cœur de la vie de quartier et il ne faut pas s'arrêter. Merci. Monsieur McNichol, avez-vous une deuxième question? Non, c'est seulement une question. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. J'invite maintenant M. Gaétan Mailloux à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Mailloux. Bonsoir. Bonsoir, On vous Madame la écoute. mairesse. Bonsoir, membres du Conseil. Alors, moi, je suis un résident de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons été inondés 3 fois en 1 mois et demi. Nous avons interpellé notre conseil d'arrondissement par 2 fois. Rien ne se passe jusqu'à présent. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous entendez faire, Madame la mairesse, pour solutionner le problème, étant donné qu'on nous a fait comprendre que les problèmes d'eau, c'est une compétence partagée par la ville et l'arrondissement. Alors, c'est pourquoi je vous interpelle. Merci, M. Mailloux, pour votre question. M. Ouellet, à vous la parole. Bonsoir, merci pour Bonsoir. votre question. Premièrement, je suis vraiment désolé d'entendre que vous-même ainsi que certains des citoyens dans votre quartier ont eu des refoulements d'égouts. C'est bien un refoulement d'égouts? Oui, votre 30 citoyens pour être exact. Parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est, je crois qu'avec votre maire, on a une équipe spécialisée qui relève directement du service de l'eau, qui fait des inspections spécifiques pour essayer de déterminer les causes et qui permet aussi de voir de quelle façon immuniser de façon permanente les édifices contre les refoulements d'égouts. Il faut savoir que quand un clapet est là et surtout bien installé, parce que malheureusement, il y a beaucoup de plombiers, ils n'ont pas d'ordre professionnel, là, mais il y a beaucoup de plombiers qu'on s'est vus suite à des inspections vidéo dans d'autres quartiers qui avaient des problèmes à l'époque, je pense notamment à l'antique quartier-ville, qu'ils posaient à l'envers, donc évidemment, ça ne donnait pas la protection hydraulique, ou encore qu'ils mettaient ça à des endroits qui
qui évitent le refoulement d'égouts, mais qui favorisent l'auto-inondation via le drain de toit. Donc, il faut savoir que c'est une expertise qui est pointue. Avec votre maire, M. Lessard-Blais, évidemment, le service de l'eau a offert l'aide de cette équipe spécialisée d'inspecteurs. Je ne sais pas si, dans votre cas spécifique, ou au niveau il y a déjà des dates de rendez-vous qui ont déjà été prises ou si ça s'en vient. En conclusion. Mais il faut savoir que cette expertise-là, la pose des clapets au bon endroit est la meilleure façon, dans la majorité des cas, de prémunir les maisons contre des refoulements d'égouts. Oui. Merci, M. Ouellette. M. Mayou, avez-vous une deuxième question? Bien, pour complémenter, on m'avait dit, suite à ma plainte, que j'aurais un retour d'appel dans les 15 jours. Ça fait presque 1 mois et demi, 2 mois. J'attends toujours l'appel du service des eaux. Parallèlement à ça, j'avais demandé à ce que les puisards soient inspectés parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été nettoyés. Effectivement, il y a des cols bleus qui sont venus. Mais je ne crois pas que juste d'ouvrir une cheminée d'égout, regarder par le trou pendant 3 minutes et le refermer et dire tout est beau, je ne crois pas qu'on peut appeler ça une inspection. Quel est votre avis sur ce sujet? Merci pour votre question, M. Mayou. Oui, M. Blais. Bonsoir, M. Mayou. Malheureusement, rebonjour. Content de vous revoir malgré les circonstances. Écoutez, je pense qu'on a bien expliqué la situation la dernière fois. En effet, on souhaite avoir un expert de la Ville-Centre qui vienne vous visiter le plus rapidement possible pour étudier la situation et immuniser autant que possible votre propriété contre de possibles refoulements ou inondations. Demeure qu'au niveau des puisards dans votre quartier, le travail a été fait. C'est ce qu'on vous a expliqué au dernier conseil d'arrondissement. Il y a eu une inspection de la part de nos cols bleus le lendemain parce qu'il y avait eu des fortes pluies pendant la nuit. Et le quartier a été priorisé dans l'entretien des puisards cet été. Donc, à ce niveau-là, le travail a été fait. Le travail de nos cols bleus a été bien fait. Mais je suis très conscient que vous vivez une situation extrêmement difficile. La Ville de Montréal va venir vous visiter dès que possible pour régler le problème de façon le plus avantageuse possible, malgré la hausse du nombre de fortes pluies qui est en cours présentement. Merci. Merci, M. Mayou. Merci. Et puis, j'espère qu'une solution rapide va être amenée parce que pendant ce temps-là, nos propriétés se détériorent malgré qu'on augmente nos valeurs. Merci. Merci, M. Mayou, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Antonio Dos Santos à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Dos Santos. Bonsoir. On vous écoute. Tous les membres du Conseil d'administration de la Ville de Montréal. Mon nom, c'est M. Santos. Moi, c'est la même question approximative de notre confrère qui vient de sortir ici. À cause des successifs refoulements des égouts, moi, personnellement, ça fait plusieurs fois. La première a été en 87, suivant en 97, j'ai 4 pieds d'eau. Ça fait 2 ans, j'ai été refusé par les compagnies d'assurance des jardins. Ils m'ont plus voulu assurer à cause de ça. J'ai jamais réclamé rien. Pour la première fois que j'ai fait une réclamation, ils m'ont dit poursuivez-nous. Nous autres, on n'est pas intéressés à payer ces dommages ou d'abord poursuivre la Ville de Montréal. Moi, cette année, continuellement, 2 fois, on a été inondé encore. Et j'en ai une dalle de béton que ça appartient au trottoir, qui est plus basse. Quand ils ont fait la dalle, ça fait environ 8-9 ans. Ils l'ont fait à peu près 3 pouces plus bas que les niveaux normaux. Ça veut dire qu'il y a trop de l'eau qui circule dans l'asphalte, l'eau arrive au niveau de mon entrée de garage, il rentre directement dans mon garage. Mon garage est tout détruit complètement. Mon sous-sol est tout détruit. Actuellement, j'en ai pour 40 000 $ de dommages que je ne veux pas, et je ne veux pas du tout réclamer aux assurances parce que je trouve que ce n'est pas les assurances à être responsables pour ce problème-là. Oui. Je vais laisser l'administration vous répondre et je vais vous redonner la parole ensuite pour une deuxième prise de parole. Monsieur Ouellette, à vous la parole. Oui, bonsoir, M. Mayou. Écoutez, c'est... C'est M. Dos Santos. Oui, pardon, je suis encore... c'est le même sujet, mais désolé. M. Dos Santos.
Évidemment, essentiellement, il y a deux phénomènes qu'on peut voir, soit des refoulements d'égouts ou encore, comme vous semblez décrire, une inondation de surface. Donc, dans le fond, il y a beaucoup de précipitations et dans le fond, vous êtes inondé via l'eau qui arrive directement de la surface. Ça arrive malheureusement souvent quand il y a des entrées de garage en contrepente, donc vers le sous-sol. Règle générale, pour pouvoir sécuriser ça, évidemment, je ne connais pas la situation particulière de votre maison. Est-ce que vous êtes le point bas au niveau de votre rue, par exemple? Ça, c'est des situations qui arrivent. Essentiellement, il faut soit relever en avant du terrain pour éviter que cette situation-là ne se reproduise. Bon, là, vous parlez d'un trottoir qui a été refait, il faudrait voir. Après ça, est-ce que la pente est là suffisante? Sinon, il y a des méthodes, ça existe en Europe. On est en train de voir, d'intéresser des fournisseurs québécois, d'avoir peut-être même des portes de garage étanches. Donc, c'est des équipements qui existent présentement en Europe pour essayer justement d'éviter ce genre d'auto-inondation-là. Parce que sinon, l'autre solution qui évite en fait 100% du risque, c'est de condamner évidemment les entrées de garage en contrepente, donc vers le bas. Et évidemment, ça a certains impacts, on le comprend bien. Donc, essentiellement, c'est la trousse à outils qu'on a présentement pour vous assurer que ça ne se reproduise plus. Merci, M. Ouellet. M. Dos Santos, avez-vous une deuxième question? Oui, je voulais poser, ma question c'est la suivante. Selon mes informations que j'ai eues, depuis 3-4 ans que les pits des égouts ne sont pas nettoyés. Je trouve que quand il y a trop de pluie, ça se remplit vraiment vite. Et je voulais savoir quand est-ce qu'ils pensent à le nettoyer. Pas juste à nettoyer à la superficie, ça prend du nettoyage à l'intérieur, une vérification plus technique. Que ça soit convenable pour tous les résidents du quartier, parce que ce n'est pas juste moi, c'est tous nos voisins qui sont victimes de cette inondation. Merci, M. Dos Santos. M. Ouellet? Oui, bonsoir, M. Dos Santos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des puisards, donc là où le tube vertical en dessous de la grille là, qui est visible de la rue, la Ville-Centre fournit de l'argent aux arrondissements pour faire le nettoyage. Si on prend par exemple dans mon arrondissement, dans le Pré-Saint-Michel-Parc-Extension, tous les puisards sur les artères, c'est fait à chaque année. Les trottoirs sur des rues locales, c'est aux 3 ans et les puisards de ruelles, c'est aux 4 ans. Ceci étant dit, évidemment, il y a le tuyau aussi à l'intérieur. Il faut savoir que le réseau d'égouts est inspecté sur une base pas annuelle, parce qu'on en a des milliers de kilomètres, mais est inspecté pour voir s'il y a des déformations, etc. Ceci étant dit, il faut savoir que les changements climatiques font des pluies plus intenses et plus concentrées localement. Le problème n'est pas d'avoir beaucoup de pluie bien étalée sur 24 heures. Le problème est d'avoir beaucoup de pluie étalée sur 1 heure, par exemple. Ça, le réseau n'est pas capable de le prendre. Et il y aura toujours des pluies trop intenses statistiquement pour que le réseau puisse le combler. Et c'est pour ça que les clapets sont extrêmement importants. Et c'est pour ça aussi que quand il y a des maisons particulières qui sont dans des points bas, il faut trouver d'autres mesures pour garantir que les résidents ne soient pas inondés. Merci. Merci, M. Ouellet. Merci, M. Dos Santos, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Denis Barrette à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Barrette. Bonsoir, Madame. Madame la Présidente, mon nom est Denis Barrette, comme vous le dites. Je suis porte-parole. Est-ce que ça va, vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux là. Oui. Je suis ici comme porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Je viens vous entretenir de P6, règlement municipal pour lequel on vient de déposer, je crois, ou qu'on va déposer, une motion pour l'abrogation du règlement P6. Comme beaucoup le savent, le règlement P6 a été adopté il y a 60 ans, presque jour pour jour, en 1969, par l'administration Drapeau-Saunier. La Ligue des droits et libertés, depuis longtemps, avec d'autres organismes, s'est opposée à P6 et dernièrement, les tribunaux ont reconnu le caractère arbitraire de ce genre de règlement-là. Je rappelle aussi que dès le début, dans les semaines ou sinon les jours qui ont suivi, il y a des femmes qui se sont enchaînées en 1969, le 26 novembre, dont Louise Arel, et qui se sont fait arrêter et ont été emprisonnées parce qu'elles se sont opposées à P6, le trouvant arbitraire et complètement comme une violation des libertés d'expression de réunion pacifique. À l'époque, la charte n'existait pas en 1969, mais déjà
même en 91, la Cour suprême reconnaissait que le concept de liberté de réunion pacifique et de liberté d'expression est bien antérieur à la Charte et essentiel aux démocraties. Monsieur Barrette? Oui. Je vais laisser l'administration. Oh, si vous avez une question, allez-y. Oui, je vais avoir une minute, mais je voulais vous rappeler quand même qu'il y a un rapport de la Ligue en 2015 qui a démontré que sur 6 000 arrestations entre 2000, dans les années 2011-2014, 56 des arrestations avaient été en vertu de P6, 80 des personnes ont été acquittées. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'elle s'adresse autant à l'administration actuelle qu'à l'opposition? Est-ce que l'Hôtel de Ville, dans son ensemble, va continuer dans la lignée de reconnaître les rues et le domaine public comme un domaine privilégié, un lieu privilégié, comme le dit la Cour d'appel dernièrement, un lieu privilégié des libertés de réunion pacifique et d'expression? Merci pour votre question, M. Barrette. Oui, Mme Filato, à vous la parole. Merci, M. Barrette, pour votre intervention. Je ne peux pas parler pour l'opposition, je peux parler pour l'administration. Vous avez sûrement vu notre annonce la semaine dernière à l'effet que la mairesse annonçait un avis de motion au Conseil ce soir en vue d'abroger le règlement P6. C'est certain que pour notre administration, le droit de manifester est un droit qui est fondamental. On le sait, le droit au rassemblement pacifique, la liberté d'expression, c'est des droits fondamentaux. Donc, pour nous, c'est simple. C'était important d'aller dans cette direction-là pour réitérer l'importance du droit de manifester. Je vais laisser l'opposition parler pour leur parti. Merci beaucoup, Mme Filato. Rapidement, M. Perez, Monsieur le chef de l'opposition. Très brièvement, on partage les propos de l'administration sur cette enjeu. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Si je peux me permettre une question, une deuxième question. Est-ce que, et je suis heureux, et on salue l'administration, en tout cas l'Hôtel de Ville dans son ensemble de cette position-là. Et ma question est, est-ce que, comme on espère, je vais vous dire, on espère que les autres villes vont suivre le même chemin, puisque beaucoup de règlements municipaux de ce type-là ailleurs. Et est-ce que la Ville de Montréal va continuer dans cette ligne-là pour qu'on change le paradigme d'utilisation du domaine public? Dernièrement, la Cour d'appel rappelait que, et que je l'ai dit tantôt, c'est un lieu privilégié d'expression et non seulement un lieu prévu pour la circulation des véhicules automobiles. Merci pour votre question, M. Barrette. Madame Filato. Merci pour votre sous-question. Donc, comme vous le savez, on rencontre régulièrement la Ligue des droits et libertés. Ça va nous faire plaisir de parler plus concrètement de ce que vous proposez et on pourra voir comment la Ville peut mettre en place des mesures pour permettre la liberté d'expression, mais c'est certain que notre administration est favorable. Merci. Merci, M. Barrette, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Hugues Poitras à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Poitras. Bonsoir, Madame la Présidente. Messieurs, Mesdames, les élus, ça fait plaisir d'être ici ce soir. Monsieur Ouellette, vous m'avez parlé des clapets, hein? Vous avez parlé tantôt des clapets. Moi, je peux vous dire qu'il y a 2 ans, j'ai fait refaire ma plomberie au complet, défoncer mon salage, installer des clapets partout, OK? Même des clapets sur mes éviers de sous-sol, toilettes, j'ai des clapets partout. Et ça n'a pas empêché l'eau de monter dans mon garage. L'eau venait directement du toit et aussi de mon entrée. Et elle ne pouvait pas, le clapet extérieur ne pouvait pas s'ouvrir. Parce que moi, j'ai fait vérifier ça pour éliminer vers l'extérieur, pour éliminer vers les tuyaux de la ville. Et puis, quand on a été au conseil d'arrondissement, je remercie Maisonneuve, au mois d'octobre, on devait avoir un technicien qui vienne voir dans les 3 semaines qui suivent, pas une nouvelle. Et suite à ça, on attendait une lettre ou quelque chose. Alors, on fait des plaintes au 311 en attendant. Si moi, je parle pour les citoyens du coin de Rosemont-Cadillac, on est environ une vingtaine qui a le problème.
je ne crois pas que ce soit nécessairement les clapets de tout le monde qui sont défectueux. Là. Monsieur Poitras, merci. Je vais laisser Monsieur Ouellet vous répondre et je vous reviens pour une deuxième question. Oui, Monsieur alors, Ouellet. bonne soirée, Monsieur Poitras. Écoutez, il faut savoir, est-ce que les clapets ont été mis comme il faut? C'est possible que oui, mais en même temps, si vous avez eu une inondation ou une auto-inondation venant du toit, c'est possible que les clapets ont été mis, mais pas aux bons endroits. On le sait parce que, notamment dans l'ANSIC, on a fait plusieurs inspections. Il y avait des fois des clapets à l'envers. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais si, par exemple, on met des clapets sur le drain principal, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un toit plat, l'eau, en fait, c'est de l'eau propre qui inonde finalement à l'intérieur de la bâtisse. Est-ce que c'est ça? Je ne peux pas me prononcer dans votre cas, mais c'est une possibilité. On l'a vu dans d'autres cas. Est-ce qu'il y a un problème spécifique à votre rue? Peut-être que oui. Évidemment, ça va être regardé également. Ceci étant dit, même si, parce que des réfections au niveau plus de l'égout central de la rue, évidemment, ce n'est pas un projet souvent qui se fait en quelques mois. Je comprends. Règle générale, même si votre égout est en parfaite condition, l'égout de la ville est en parfaite condition, ça ne remplace pas des clapets mis au bon endroit. Donc, je suis désolé que présentement, il n'y a pas encore quelqu'un de mon équipe du service de l'eau qui vous a contacté. Je sais qu'on a eu des grosses inondations dans Saint-Léonard. C'est une petite équipe, mais on va regarder ça et je ferai un suivi auprès aussi du maire, M. Pierre Lessarblet, pour que vous soyez contactés le plus vite possible, au moins avoir un rendez-vous. Heureusement, on est quand même l'hiver, donc il n'y a pas de pluie intense. On est moins à risque pendant l'été, mais on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Merci. Merci, Monsieur Poitras, avez-vous une deuxième question? Merci, M. Ouellet. Et écoutez, pour finir, moi, je me présente un peu comme le représentant du secteur aussi, des gens qui n'ont pas pu venir ce soir, parce que moi, je calcule en tant que citoyen, Montréal, la qualité de vie passe aussi par la qualité des infrastructures. Alors, sur ça, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Puis, Merci, M. Poitras. À une prochaine. Merci. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Matthew Chapman à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Chapman. Bonsoir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères. J'interviendrai en anglais pour nos collègues ailleurs au pays qui vont écouter cet enregistrement-là. Donc, j'apprécierai si les réponses seront en anglais autant que possible. On joue un rôle quand même important à travers le pays. Désolé, là. On joue un rôle à Montréal important à travers le pays en fixant le bar très haut. Et on est en train d'exporter cette expertise-là, cette motivation-là, cette ambition-là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse partager cette vidéo. Thank you very much for the meetings we've recently had with Laurence Lavigne-Lalonde, Director of the Ecological Transition Office, pardon me, not Director, but chargé de ce bureau-là, responsable. Also, thank you to Lionel Perez and the caucus of Ensemble Montréal for the very productive meeting that we held with them last month. 120 organizations in Montreal have supported the 5 pillars of the MTL 400 declaration. They are, as a reminder, a carbon budget, detailed greenhouse gas inventory emissions, full life cycle analysis, climate test on major infrastructure, major investments of the city. And Mr. Chapman, what will be your question? 1:30. How much time? Is that 1:30. Have I spent that much time speaking? Absolutely. Dear. Yeah. Okay. Well then, Sorry about that. will you support that? You have a second question after. All right. Fine. Next month. Fair enough. Great. So yeah, will you sign that declaration, including a visionary target for the city of the 400th anniversary? It's important that we publicize that, and it goes beyond just the converted few. Madame Lavigne-Lalonde, à vous la parole. Thank you for your question. I'll answer in French, but I'm sure you can translate everything I'm going to say in English to your friends and other people listening to us. On s'est déjà rencontrés à quelques reprises, on a eu l'occasion d'échanger, vous avez été impliqués aussi à quelques reprises dans le processus qui va nous mener éventuellement à l'adoption d'un plan climat. Vous savez que le budget carbone est un élément qui nous intéresse beaucoup. Il y a eu une motion qui a été adoptée par le Conseil déjà à ce sujet-là. Vous connaissez notre ambition pour avoir des
bilan de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Actuellement, on dépend encore toujours des gouvernements supérieurs pour avoir nos bilans, nos inventaires de gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr qu'on souhaiterait pouvoir aller plus loin et plus rapidement dans cet inventaire. Malheureusement, actuellement, on a encore des difficultés simplement techniques à les avoir. Le test climat, on en a déjà discuté. Vous connaissez notre position à ce sujet-là aussi. Donc, j'ai de la difficulté à voir aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez venir chercher comme information supplémentaire. Pour ce qui est de l'engagement d'atteindre nos objectifs pour le 400e anniversaire de Montréal, comme vous l'avez déjà souhaité, comme vous le souhaitez, vous savez que c'est 8 ans plus tôt que les objectifs que la Ville s'est déjà engagée à prendre. Objectifs qui sont très ambitieux, qui sont regardés par de nombreuses villes à travers le monde, qui nous disent à quel point ils trouvent que nous sommes ambitieux. Alors, 8 ans plus tôt, c'est 25% plus rapidement. Et en conclusion? Pour nous, pour l'instant, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est carboneutralité en 2050 et c'est la position qu'on va continuer à défendre. Merci, Mme Laving-Lalonde. Mr. Chapman, do you have a second question? Yes, indeed. Mr. Perez, same question, in fact. How do you feel about those 5 pillars, those being, for your recollection, the carbon budget for the city, of course, a proposal your team put forward earlier this year, GHG emissions inventories that are detailed, a carbon climate test that includes the full life cycle of investments, public participation in a much more meaningful and structural way, and finally the 400th anniversary as our collective target, ambitious though it may be, for carbon neutrality. Thank you for a question. Mr. Perez? Thank you, Mr. Chapman. It was a pleasure to meet you and other members and colleagues. We had, I think, a very productive exchange with our caucus a number of weeks ago. I think everybody in this council shares your concerns, your objectives, your desire to be able to reduce our carbon footprint. The administration and the opposition are in agreement on many aspects on how to proceed. I'd love to be able to say, absolutely, we're going to sign on, Montreal 400 carbon neutrality. But to be perfectly frank, I don't have enough of the information necessary to make that decision right now, to make it in a responsible fashion. If I were to have more information from the service to see exactly we are as a collectivity, it's something that perhaps we would consider. So we're going to wait to see the first carbon budget that you had mentioned that was adopted by this council, and then hopefully we'll be able to get more information and to move forward on this very important issue. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chapman, for your questions. Merci. J'invite maintenant Mme Diane Baudet à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Mme Baudet. Bonsoir, Madame. Je m'adresse notamment à Madame la mairesse. Je me présente, je suis Diane Baudet, commissaire scolaire de Hochelaga-Maisonneuve et fière de l'être. Je viens vous voir ce soir dans le contexte du dépôt du projet de loi 40, projet de loi qui vise à modifier la loi de l'instruction publique. Le 4 novembre dernier, en conseil d'arrondissement dans Hochelaga-Maisonneuve, j'ai mes collègues conseillers qui se sont prononcés, en fait, M. Alan Caldwell et Mme Karine Boisvert-Roy, qui se sont prononcés en faveur des élus scolaires et de la démocratie. En ces termes que je vous dicte, que je cite en fait, M. Eric Alan Caldwell a dit « Je veux prendre le temps de reconnaître l'engagement des élus scolaires et des commissions scolaires. Cet ancrage local, cet engagement local, on doit savoir le préserver parce que le lien entre l'école, la communauté, le lien entre l'école et la municipalité, c'est quelque chose de sacré dans la vie de nos communautés. » Madame Karine Boisvert-Roy s'est prononcée de cette façon-ci. Je voudrais souligner l'importance de nos commissaires scolaires. Au cours des 6 dernières années, j'ai été en mesure de constater sur le terrain, aussi à l'interne à l'arrondissement, que les commissaires scolaires participent, entre autres, au comité mobilité et il y avait toujours des commentaires très intéressants pour nous sur ce qui se passait sur le terrain pour sécuriser les écoles notamment. Je les ai déjà remerciés et je le fais encore ce soir. C'était grandement apprécié. Et votre question? Oui, ma question c'est, est-ce que vous voulez poursuivre la collaboration entre l'école, la ville et la communauté? Merci pour votre question. Madame Thuillier, à vous la parole. Bonjour, Madame Baudet. Alors, je suis désolée. Des fois, on fait ça.
Je vous regarde comme ça. Alors, écoutez, oui. Je pense que tout le monde dans cette salle pourrait dire la même chose que M. Caldwell et Mme Boivin-Roy. En arrondissement, nous travaillons beaucoup avec les commissaires scolaires dans ces quartiers-villes. On le fait aussi, notamment sur des questions de mobilité. Et on sait, hein, l'école, c'est le cœur du quartier et comment on fait pour faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Il y a toutes sortes d'autres questions aussi. Les commissions scolaires, à notre sens, c'est aussi une démocratie de proximité. C'est aussi où il y a de nombreuses femmes qui sont élues. C'est un des paliers où il y a le plus de femmes qui sont élues, donc ça nous tient à cœur. Et c'est pour ça que le parti et notre administration appuiera tout à l'heure la motion qui sera apportée par l'opposition officielle en 6502 en faveur des commissions scolaires. Merci d'être venue ce soir. Merci, Mme Thuillier. Mme Baudet, avez-vous une deuxième question? En fait, oui, j'avais une deuxième question, mais Mme Thuillier vient d'y répondre. C'était simplement, est-ce qu'on peut avoir votre appui pour la démocratie scolaire? Mais la réponse était oui, alors j'en suis ravie. Merci beaucoup, Mme Baudet. Merci. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Mélanie Tremblay à rentrer dans la salle du Conseil. Ah non? Elle s'est désistée. Parfait. Alors, j'invite maintenant Mme Cybèle Ataougoul à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir. Oui, bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Mon nom est Cybèle Ataougoul. Je suis l'une des avocates qui a contesté le règlement P6. Je suis également l'une des avocates qui est impliquée dans la contestation du projet de loi 21 pour Amnesty International. Vous devinerez que je suis ici ce soir pour féliciter d'abord la mairesse et l'administration d'avoir annoncé qu'on va enfin abroger le règlement P6. Et ma question va s'adresser au chef de l'opposition. Monsieur Pérez, vous avez manifesté contre le projet de loi 21 en maintenant que nos droits et libertés fondamentales priment sur ces lois discriminatoires. Le règlement P6 est aussi liberticide que le projet de loi 21. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous allez faire preuve de la même cohérence au lieu de la partisanerie et voter en faveur de cette abrogation, tout comme va le faire Projet Montréal? Merci. Merci pour votre question. Je vais laisser M. le chef de l'opposition arriver à son micro. Monsieur le chef de l'opposition, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la question. Je pense que, comme j'avais indiqué tantôt lorsqu'on a été interpellé pour la première fois, qu'on partageait les préoccupations de l'administration. Et puis, nous savons à quel point que cet enjeu-là a été débattu et puis traité par les tribunaux. Donc, absolument, on va respecter ces décisions et nous avons l'intention d'en voter en faveur de l'abrogation. Merci. Avez-vous une deuxième question? Oui, merci beaucoup, M. Pérez. Donc, je vais m'aventurer pour poser la même question à M. Rotrand pour essayer d'avoir un vote unanime sur l'abrogation de ce règlement. M. Rotrand, vous intervenez depuis un certain temps contre les interpellations arbitraires et je vous félicite. Et je vous dirais qu'en tant qu'avocate, ce que j'ai observé, c'est que ce genre de règlement qui est trop large et liberticide ouvre la voie à ces interpellations arbitraires. Donc, je vous demande si vous allez faire preuve de la même cohérence que M. Pérez et voter en faveur de l'abrogation du règlement P6. Merci pour votre question. M. Rotrand, à vous la parole. Madame, j'ai voté il y a quelques années en faveur de certains amendements à P6 qui n'a pas cherché l'unanimité des conseils. La majorité des élus, Projet Montréal, étaient contre. J'ai fait l'argument à l'époque qu'il faut avoir quelque chose en place, que ce ne doit pas être champ libre pour manifester sans au moins quelques encadrements. Je ne vois pas ça de la même façon qu'une interpellation des citoyens sur la rue, pas parce qu'ils ont commis un crime, mais sur le soupçon d'un policier qui, effectivement, le service de police indique, est basé sur une biais systémique. Effectivement, là-bas, les personnes des races noires, les personnes de minorités visibles, les autochtones pourraient être arrêtés, pas parce qu'ils sont criminels ou à faire une violation d'un règlement, mais à soupçon d'un policier qui peut être formé d'une façon qui est biaisée, biased en anglais. Donc, je ne vois pas ça dans la même façon. Je vais écouter des arguments, mais ma compréhension, c'est une première lecture ce soir, c'est le mois de décembre qu'on va avoir le vote final. Merci. Je veux juste rappeler que ces amendements pour lesquels vous avez voté ont été invalidés par les tribunaux. Merci beaucoup. Bonne soirée.
J'inviterai maintenant M. John Bradley à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Bradley. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Il y a 5 mois, le 17 juin 2019, je me suis présenté devant cette Assemblée pour soumettre quelques propositions à votre considération. Ces propositions soulevaient la question des impacts négatifs sur la santé humaine des émissions des polluants du trafic routier à proximité des usages sensibles, tels que cités dans la proposition. Pour le mettre en contexte, je vais lire juste une phrase de cette proposition de juin. La proposition était que j'ai soumis que le Conseil municipal, de concert avec la Direction régionale de santé publique et le ministère de l'Environnement, les partenaires communautaires, mettent en place une politique avec le but de réglementer le développement des projets proposés à l'intérieur d'un périmètre de 200 mètres d'une autoroute ou d'une autre artère avec un débit de trafic important. Et ça, en ce qui concerne l'enjeu de l'émission des polluants de trafic et les impacts sur les santé des populations. Ma question ce soir est la suivante. C'était M. Caldwell qui a répondu la dernière fois. La question est la suivante. Est-ce que l'administration municipale a entrepris des démarches pour faire avancer ce dossier en créant un comité d'études à l'intérieur des services de la Ville et est-ce que la Ville a communiqué avec la Direction régionale de la santé publique et le ministère de l'Environnement pour faire avancer ce dossier? Question conjointe. Et si l'administration municipale n'a pas posé ces gestes, j'aimerais savoir les raisons pour ce manque d'action. Merci pour vos questions, M. Bradley. M. Caldwell, à vous la parole. Oui, bonjour, M. Bradley. Effectivement, je me rappelle très bien de votre question et je vous avais répondu qu'il y avait déjà plusieurs de ces dispositions dans le schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal et il y a une concordance des règlements au plan d'urbanisme et au règlement d'urbanisme là-dessus. Il y a déjà des dispositions sur les constructions à proximité des infrastructures ferroviaires et autoroutières. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on regarde cette question-là ensemble lors d'une correspondance où je vais demander à quelqu'un de vous contacter, voir si c'est votre question, c'est pour une interprétation encore plus large ou plus restrictive pour qu'on soit bien capable de cerner votre question. Merci. Donc, je voulais juste souligner que c'était une question d'un règlement de la Ville et la question de 200 mètres comme zone tampon. Merci. Merci. M. Caldwell. Oui, j'ai très bien compris, mais le règlement de la Ville est concordant, donc conforme au règlement qu'il y a à l'agglomération dans le schéma de l'agglomération. Donc, on peut regarder tout ça ensemble. Merci. Merci, M. Bradley. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Lucien Pigeon à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Pigeon. Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir tous les conseillers. Et puis, Mme Plante. Mon sujet, c'est dire la vérité pour gagner la guerre du climat. Un peu le sujet que M. Marvin Rotran, on a abordé ensemble le mois dernier. Parce qu'il m'a dit que j'avais dit que les gouvernements sont menteurs puis comptent des mensonges. Je ne sais pas du tout ce que j'avais dit. En tout cas, je croyais qu'il y avait un peu de réforme de la période de questions, puis on avait le droit d'avoir des dessins. J'ai un beau grand dessin, 2 pieds par 3 en bas, pour mon intervention, mais ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de le... Mais y a-t-il eu quelque chose qui a été changé pour ça, pour qu'on puisse emmener on a réfléchi à l'idée, mais malheureusement, on n'a toujours pas le droit, mais je compte sur vous pour l'exprimer verbalement ce soir. OK, bien regardez, est-ce que quelqu'un peut donner mon dessin comme en noir et blanc au lieu d'en couleur? Oui, puis le déposer à l'équipe du greffe. 8,5 par 11. Pouvez-vous donner ça à M. Rotran? Parce que ma question s'adresse à lui. Vous savez, il y a 2 groupes les plus importants, Greta Thunberg et Extinction Rebellion. Greta a dit « Tell it like it is », ça veut dire « dis la vérité ». Extinction Rebellion est tell the truth about the climate crisis. Puis, regardez, mesdames, messieurs, on veut l'opinion publique soit pour la transition écologique, hein, puis Mme Lavigne-Lalonde la veut aussi. Mais regardez, si on ne commence pas à dire la vérité à tout le monde, puis les gens ne le savent pas. Votre question, ça serait quoi? C'est ça. Monsieur Rotran, checkez mon dessin. Est-ce que vous allez dire, encore une fois,
que les gouvernements disent la vérité, que les médias disent la vérité. Merci pour votre question. Merci, M. Pigeon. M. Rotran, à vous la parole. Bonjour, M. Pigeon. J'aime le fait que vous êtes activiste et vous aimez de venir au conseil municipal pour poser des questions, mais vos questions me laissent perplexe. Vous étiez ici le mois dernier pour me demander une question sur Extinction Rebellion et si j'ai partagé ou non l'opinion de la conseillère Gosselin, le conseiller Plourde qui a dit rah, la désobéissance civile, ça marche. Et vous m'avez posé des questions concernant mon interview avec Global. J'ai dit à l'époque que je suis d'accord avec Valérie Plante. Je n'accepte pas la parole de Mme Gosselin ni Mme Plourde. J'ai expliqué pourquoi. Et vous m'avez posé une sous-question, puis vous avez m'envoyé une lettre. J'ai répondu par écrit et j'ai dit, je ne commence pas en polémique avec vous. Sur la première partie de ma question, pourquoi j'étais d'accord avec Mme Plante, vous m'avez dit la réponse est excellente, vous l'acceptez. Sur la deuxième partie, vous avez dit vous n'êtes pas sûr. Mais M. Pigeon, this might be news to you. I don't control or own the federal parties. Je ne suis pas boss ni du Parti libéral du Canada, Parti conservateur, NPD, Parti vert, ni le Bloc québécois. Si vous avez des hésitations ou des clarifications, vous avez besoin de ces partis, adressez à ces partis. Je ne peux pas répondre pour eux. That's all I said in my answer to you. Merci. Merci, M. Rotran. M. Pigeon, avez-vous une deuxième question? Oui, mais ça touche les deux. J'aimerais adresser ça à M. Rotran puis Mme Lavigne-Lalonde. Mais au moins, ne mettez pas des mots dans ma bouche. Je n'ai jamais dit que les gouvernements étaient des menteurs et qu'ils ne disent pas la vérité. Comment vous avez dit ça? En tout cas. Mais là, l'autre affaire, j'aurais une suggestion. Cette valeur, vous ne voyez pas le dessin que j'en ai parce qu'il est vraiment le dessin qui aurait un impact pour aller chercher l'opinion publique. Mais M. Brotran est là devant lui, malheureusement. Puis je vais déposer mes documents. Vous allez voir tout ça, là, ce dessin-là, puis tout ce que... J'ai des bonnes idées. Je crois qu'il devrait y avoir un concours de dessin, comme mon dessin, que je ne peux pas vous montrer, parce qu'on pourrait avoir l'opinion publique vite, qui viendrait pour le climat, pour la transition écologique. Là, c'est assez, là, j'ai assez parlé. On va s'assurer que l'équipe du greffe distribue votre dessin à l'ensemble des élus des documents déposés. Mme Lavigne-Lalonde va vous répondre. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, avec plaisir. Allez-y, Mme Lavigne-Lalonde. Peu importe le dessin qui va être distribué ou pas, mais c'est une excellente idée de faire un concours de dessin. Je ne sais pas qui va le faire puis comment on va le faire, mais pour réussir à aller chercher l'opinion publique, pour réussir à faire en sorte que chaque Montréalais, Montréalaise se sente engagé là-dedans, il faut, oui, faire comme des scientifiques font depuis plus de 30 ans, parler de la science, parler de l'impact de nos activités sur le climat. Mais il faut aussi trouver une autre façon. Il faut aussi toucher le cœur des gens. Puis souvent, ça passe par l'art. Puis le dessin, c'est un excellent médium. La photo, c'est un excellent médium pour aller toucher le cœur des gens. Puis une fois qu'ils sont touchés par le cœur, ils ont envie de poser des questions, de voir pourquoi ils ont été touchés et de s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Donc, je pense que votre idée, elle est absolument géniale. Merci. Merci, Mme Lavigne-Lalonde. Et puis, dans le dépôt de documents que j'ai fait, vous allez voir en couleur. J'ai même une vidéo qui montre le dessin qui voit d'un 30, si on continue avec l'opinion publique qui est presque nulle aujourd'hui pour le climat, puis qu'on ait l'opinion publique pour la transition, toute la différence Merci, au monde. M. Pigeon. Merci tout le monde. On va regarder ça. Bonsoir. Bonne soirée. Je vous aime tous. Bonsoir. C'est réciproque. J'invite maintenant M. Michel Lafleur à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Lafleur. Bonsoir. Bonjour, ça me fait plaisir de déposer au nom de la Coalition des Amis du Parc Jarry puis du Regroupement citoyen pour la protection du Parc Jarry une pétition signée par 2389 personnes qui s'opposent au projet de toit rétractable sur le stade IGA au Parc Jarry. Ces citoyens et citoyennes s'opposent à ce que les fonds publics, notre argent, contribuent à une infrastructure évaluée à 70 millions qui servirait qu'au sport professionnel, une structure qui serait utile que 10 jours par année, encore faut-il qu'il pleuve durant la Coupe Rogers, une structure qui n'aurait aucun effet structurant sur la pratique du tennis par les Montréalais et les Montréalaises. Les citoyens et les citoyennes s'opposent au projet car, comme le disait si bien Projet Montréal dans le temps qu'il était dans l'opposition, cette structure viendrait augmenter la volumétrie du stade dans le parc et viendrait obstruer de magnifiques vues
patrimonial qu'offre le parc sur le Mont-Royal. Il s'oppose au projet parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup plus prioritaires pour nos infrastructures sportives et nos parcs urbains. Il s'oppose parce que ce stade couvert ouvrirait la porte à la tenue d'événements majeurs et fréquents, ce qui serait incompatible avec la vocation du parc. Le tournoi de la Coupe Rogers est un succès et comme l'a dit Rafael Nadal, qui connaît probablement le tennis professionnel plus que n'importe qui dans la salle ici, là, le toit n'est pas absolument nécessaire. Je rappelle, il y a 7 des 9 villes qui accueillent un Master 1000 qui ont un stade sans toit. Merci, Alors, ma Lafleur. question, oui, rapidement. Est-ce que l'administration municipale peut aujourd'hui joindre sa voix à celle des milliers de personnes qui ont signé la pétition Merci. et dire que le projet de toit rétractable au parc Jarry n'est pas prioritaire et n'ira pas de l'avant? Et Merci, sinon, M. Lafleur, pour votre question. Je vais laisser l'administration OK. répondre. Je vous reviens ensuite. Monsieur Parizeau, à vous la parole. Merci, M. Lafleur, pour votre question. On a déjà eu la chance de discuter quelques fois ensemble. On aura encore la chance, avec M. Ouellet, de discuter de ce projet-là. Vous savez, le projet de tennis, de toit de tennis au parc Jarry, il est embryonnaire en ce moment. Il n'est pas encore déposé. Donc, ça nous fait bien plaisir de discuter avec vous en amont. On a déjà planifié la rencontre dans les prochains mois. Je pense que ça a été planifié même aujourd'hui. Donc, ça tombe bien que vous soyez au Conseil ce soir. Il n'y a pas de lien avec le fait que vous veniez au Conseil, on ne le savait pas. Mais ça nous fait bien plaisir de pouvoir discuter avec vous de ce dossier-là. Vous savez, vous parlez vous-même dans la pétition d'un certain nombre de points qui touchent l'entente qui a lieu entre la Ville de Montréal et Tennis Canada. On pourra discuter en amont parce que nous aussi, on partage une partie de vos préoccupations. Puis on veut que vous soyez impliqués dans la discussion liée à l'entente pour qu'on puisse avoir un meilleur suivi de cette entente-là avec l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension et la Ville-Centre. Donc, ça nous fait bien plaisir d'avoir planifié cette rencontre-là. Puis on pourra en discuter ensemble lors de cette discussion avec M. Ouellet, d'ailleurs, au Grand Parc. Merci. M. Parizeau. M. Lafleur, avez-vous une deuxième question? Oui, de façon à se préparer pour cette rencontre. Donc, on vous remercie d'ailleurs de nous rencontrer. Le ministère des Affaires municipales du Québec met en valeur la participation citoyenne comme un incontournable positif là, dans les municipalités. Parmi ces éléments-là, il y a une transparence au niveau des documents. Tennis Canada a déposé, depuis, selon nous, plus qu'un an et demi, un projet, une certaine documentation concernant ce projet-là. On a essayé de l'avoir, c'est impossible. Grâce aux demandes d'accès à l'information, on a obtenu les procès-verbaux des rencontres entre la Ville de Montréal et Tennis Canada. Tout ce qui était par rapport au toit nous est arrivé caviardé, comme si les Montréalais et les Montréalaises n'avaient pas le droit de savoir ce qui se trame. En août dernier, Tennis Canada, lors d'une conférence de presse, a annoncé qu'il avait modifié de manière considérable la façon de rentabiliser son projet onéreux. 3 mois plus tard, on leur a demandé, toujours pas de plan concret, toujours pas de plan crédible. Alors, ma question, c'est quels sont à part la rencontre, là, au niveau des échanges de documents, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on favorise la participation citoyenne, qui est quand même un élément central là, dans les meilleures pratiques municipales? Merci, M. Lafleur. M. Parizeau, à vous la parole. Oui, vous savez, la question de l'accès à l'information, c'est le greffe qui caviare, donc c'est absolument pas politique. Ensuite, la question du procès-verbal, je suis un peu surpris. Moi, ça me dit rien, une rencontre où il y aurait eu procès-verbal, parce que ça a été plutôt une présentation de Tennis Canada dans sa globalité et non pas une présentation du toit, parce que vous savez, on vous l'a dit, vous avez discuté avec mon soutien aux élus sur cette question-là. Le toit du stade, ça reste embryonnaire pour l'instant. On n'a pas encore de données plus importantes sur le projet lui-même. Ensuite, vous savez, ça va passer à l'OCPM. Je vous ai déjà répondu sur cette question-là. Il y a quand même un certain nombre de jalons. Vous avez déjà participé à des discussions qui ont eu lieu par le passé sur le parc Jarry. Donc, il y aura un certain nombre de consultations plus formelles pour la suite des choses. Puis pour l'action des documents, mais on aura un certain nombre de documents qui seront plutôt tournés vers l'entente qu'il y a entre Tennis Canada et la Ville de Montréal, parce que, comme je vous le dis, le toit lui-même, on n'est pas encore rendu, il n'y a pas encore un projet formel qui a été déposé. Ça a été plutôt des présentations de Tennis Canada dans sa globalité. Merci. Merci, M. Parizeau. Merci, M. Lafleur. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Catherine Harel-Bourdon à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Mme Harel-Bourdon. Bonsoir.
Alors, bonsoir, Madame la Présidente, Madame la mairesse et tous les conseillers municipaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, la plupart à plusieurs reprises. Alors, je suis très émue d'être ici ce soir. C'est la première fois que je pose une question à l'Hôtel de Ville de Montréal, malgré que je préside le Conseil des commissaires de la CSDM depuis 6 ans. Et c'est parce que l'heure est grave. Je suis ici ce soir pour aborder la participation citoyenne au niveau scolaire afin d'appuyer le maintien des élus scolaires. Comme beaucoup d'entre vous le savent et en font l'expérience au quotidien, les élus scolaires et les élus municipaux maintiennent des liens de collaboration importants pour le développement de la vie communautaire de nos quartiers. Les écoles sont un élément essentiel de cette vie communautaire et nous travaillons ensemble pour assurer leur développement harmonieux à l'échelle humaine dans nos environnements urbains en constante évolution. Nous comptons sur votre appui à tous face au projet de loi 40, car nous désirons poursuivre cette collaboration fructueuse au service des citoyennes et des citoyens montréalais. Nous pensons qu'une réflexion s'impose quant à l'ensemble du système d'éducation au Québec. Il y a tant d'enjeux importants à régler avant même de penser au changement de structure proposé. La pénurie du personnel enseignant, les difficultés de recrutement dans tous les secteurs, l'augmentation de la population scolaire et la capacité d'accueil, l'état toujours inquiétant de nos bâtiments scolaires malgré les efforts consentis à ce jour. Et votre question? L'agrandissement et la construction de nouvelles écoles. Et votre question à l'administration? Alors, j'aimerais savoir si on peut s'attendre à un soutien. Vous avez répondu tout à l'heure, d'ailleurs j'étais très contente, la mairesse, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tous les élus municipaux qui croient en la démocratie puissent voter unanimement cette motion? Merci pour votre question. Madame Thuillier, à vous la parole. Bonjour, Madame Arielle Bourdon. Donc, merci pour votre présence à l'Hôtel de Ville. Bienvenue. Alors, vous avez nommé plusieurs défis de l'instruction publique, puis évidemment, on vous les laisse parce que à chacun ses capacités, ses compétences, et nous reconnaissons donc les compétences des élus scolaires, et c'est pour ça que tout le volet qui est vraiment éducation, on le laisse aux commissions scolaires et au gouvernement du Québec, et nous, notre appui aux commissions scolaires, aux commissaires scolaires, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, au niveau de la démocratie de proximité, de faire en sorte que les élus municipaux aient des interlocuteurs avec qui discuter effectivement de l'aménagement du territoire, du lien entre l'école, la municipalité, les arrondissements. Donc, notre administration appuiera la motion qui sera présentée tout à l'heure par l'opposition officielle. Voilà. Merci, Madame Thuillier. Avez-vous une deuxième question? Oui, j'aimerais vous lire un message du jeune Islam Sharifoul, qui est l'ex-co-porte-parole de l'Association des élèves de la CSDM. Il est absent ce soir car il travaille et étudie à la fois. Donc, la proximité des élus scolaires aux écoliers est comme celle des élus municipaux aux habitants. Si l'un n'est plus présent, l'autre ne pourra plus fonctionner et sera dans le trouble. La démocratie de proximité permet de subvenir aux besoins de chacun et chacune le plus rapidement possible, et ce, plus rapidement que si tout était géré par un groupe loin de la réalité sur le terrain. C'est exactement ces propos. Et j'aimerais tout particulièrement remercier les conseillers Chantal Rossi, Alain de Souza, Christine Black et Marvin Rautran pour le dépôt de cette motion d'appui. Et j'aimerais poser la question à Mme Rossi ou à M. de Souza ou à Mme Black ou à M. Rautran, pourquoi ils pensent important d'appuyer cette résolution aux élus scolaires. Merci pour votre question. La parole à M. de Souza. Merci pour la question. Bienvenue ici. C'est un plaisir de vous voir et puis on a eu l'occasion de travailler avec vous dans le passé, donc ça fera plaisir à cette fois-ci, Madame la Présidente, de juste reconnaître, pour moi c'est important. Moi j'ai commencé, la première fois que j'étais élu, c'était comme conseiller municipal. Et j'ai eu l'occasion de... Conseiller scolaire. Excuse-moi, commissaire scolaire au niveau. Et ça fait un mandat et je dois vous dire que j'apprécie énormément ce mandat parce qu'en tant qu'élu scolaire, ça me permet de mieux connaître les enjeux au niveau local. Quand j'ai eu l'occasion, le privilège d'être élu conseiller municipal et maintenant en tant que maire, ça m'a permis de mieux saisir les enjeux. Puis au fil des ans, on a eu des très bonnes collaborations avec l'instance municipale et les deux commissions scolaires qui desservent notre territoire. Il y a beaucoup qu'on a fait. Moi, je trouve personnellement que ce n'est pas uniquement qu'on joue un rôle comme élu, mais d'autre part, dans
la justesse sociale, l'équité pour s'assurer que les quartiers défavorisés peuvent avoir la même étape, le travail communautaire, l'effet. Je pense que le travail qu'on fait ensemble, Madame la Présidente, fait du sort que le tissu social de nos communautés sont plus forts. Et pour cette raison, je suis très fier d'être proposeur de cette motion. Merci, M. de Souza. Merci, Mme Arel-Bourdon. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Lynne Dessureau. Ah, excusez-moi. Je vous laisse. Oui, en effet, je ne peux pas accueillir Mme Dessureau, malheureusement. C'est la 4e question sur le même sujet au conseil municipal. Ce n'est pas sur le même sujet, vous dites? Est-ce que c'est au sujet des inondations à l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve? Bon. Mais est-ce que c'est sur le même sujet? Ça va être un autre sujet. Bon, je vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon nom est Lynne Dessureau. Alors, j'ai une question purement technique concernant la réfection en asphaltage des rues. Ma question technique, c'est, je pense qu'on appelle ça les entrées charretières, là, mais ma question est, quelle est la pente requise entre l'asphaltage d'une rue et le puisard? Il y a une pente. Et la sous-question, c'est aussi quelle est la dimension requise, la mesure requise entre l'asphaltage d'une rue et la bordure du trottoir d'une entrée de garage. Alors, il doit y avoir une mesure précise entre la bordure et l'asphalte. Quand vous dites technique, c'est vraiment très technique. C'est très technique. C'est une question que je me pose parce qu'il y a eu une réfection de la rue au mois d'août. On va tester les connaissances de M. Ouellet à ce sujet. M. Lesarblais? Oui, bonsoir, Madame Dessureau. Malheureusement, je n'ai pas toutes les compétences techniques pour répondre à votre question extrêmement pointue. Toutefois, je sais bien m'entourer. Donc, notre bureau d'arrondissement va faire un suivi là, avec vous dans les 15 prochains jours sur une réponse vraiment complète sur cet élément-là. Je sais que nos services d'arrondissement sont venus faire une inspection chez vous le 17 octobre et qu'aucune problématique structurelle n'avait été trouvée par nos services. Et je crois aussi qu'on a eu des contacts téléphoniques avec vous le 18 octobre et le 21 octobre. Non, j'étais en Europe. Oui, c'est ça, on a parlé à votre fille. Ah, en fait. gentille, ma fille. Donc, elle répond, elle répond au téléphone, mais c'est tout. Donc, on va faire le suivi, Madame Dessureau. Puis, si vous voulez qu'on y passe un message comme faire la vaisselle, ça va nous faire plaisir. C'est ça. Ça, elle a très bien fait ça, mais pour la suite des choses, elle n'avait pas à s'en occuper. C'est moi qui s'en occupe. C'est moi la propriétaire, c'est pas elle. On vous contacte dans les 2 prochaines semaines, 15 jours, Madame Dessureau. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté ma question. Merci beaucoup pour votre question. Bonne soirée. Alors, j'invite Mme Alison Hackney à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, Mme Hackney. Bonsoir, Mme Wong. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ma question s'adresse à Mme Plante. Madame Plante, vous êtes la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal et vous êtes aussi la mairesse de la mobilité. Vous savez que la ligne de train de montagne, qui était tout à fait fonctionnelle, serait complètement, en fait, est en train d'être complètement démantelée et serait complètement hors fonction pendant 4 ans dû aux travaux du REM. Et cela sans augmentation d'efficacité par la suite. Les constructeurs du REM ont ignoré les suggestions des 15 000 usagers du train, tout en proposant des alternatives au train tout à fait inadéquates. Ma question, Madame Plante, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour obliger le REM à assurer que ces gens ont le niveau de service auquel ils ont droit? Merci pour votre question. Monsieur Cadwell, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Hackney, pour votre question. Effectivement, c'est un défi important à relever, de donner des services, d'offrir aux citoyens des mesures de mitigation efficaces.
Vous savez, c'est un mandat de l'ARTM, que l'ARTM a reçu de la Caisse. Ceci dit, nous, à Montréal, on est très fiers d'y contribuer. Entre autres, une mesure qui va nous aider à le faire, c'est l'arrivée des 300 autobus commandés dans les premières semaines de notre mandat, qui va pouvoir, une partie de ces autobus va pouvoir servir à ces mesures de mitigation. Mais bien entendu, avec l'ensemble des maires, que ce soit M. De Souza, M. Baisse, Mme Tuillier, on est vigilant parce qu'on est conscient qu'il y aura des retards, que les usagers du train de montagne, où qu'ils soient sur l'île ou à Deux-Montagnes, auront possiblement des retards dans leur façon de se rendre à destination. La RTM a fait une annonce avec la ministre. On continue à avoir des discussions parce que c'est un dossier difficile pour lequel il faut trouver des solutions encore plus créatives. On y travaille. Merci, M. Cadwell. Madame Hackney, avez-vous une deuxième question? Oui, j'ai une deuxième question. Encore pour Madame Plante. C'est que la loi sur le REM permet à la CDPQI d'outrepasser les règlements de planification municipale. Tout comme le professeur émérite de l'Université de Montréal, Gérard Baudet, qu'on a cité dans Le Devoir, dans un article sur les 2 premières années de l'administration Plante, même si on a eu de très bonnes notes sur certaines choses, je suis déçue que Mme Plante n'a pas protesté lorsque le gouvernement du Québec a décidé d'écarter ce palier de gouvernement qui est, on peut dire, le plus près de ses électeurs. Alors, ma question, seriez-vous, Mme Plante, prête à rouvrir cette question auprès de l'actuel ministre des Affaires municipales? Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Cadwell, à vous la parole. Madame Hackney, il y a une équipe de professionnels à la Ville de Montréal qui travaille à temps plein pour discuter avec le REM de l'ensemble des enjeux. Vous avez raison de dire que ce cadre législatif fait en sorte que CDPQI n'a pas à demander des autorisations à la Ville. C'est pour ça qu'on redouble d'ardeur avec l'ensemble de nos équipes dans nos négociations, dans nos discussions avec CDPQI pour faire en sorte que l'intégration du REM soit la plus harmonieuse possible, sa connectivité avec les réseaux de transport actifs, avec les réseaux de transport collectifs. On travaille sans relâche là-dessus. Le défi est grand, mais dans le cadre législatif actuel, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, et même un peu plus, je dirais, pour s'assurer de la bonne intégration de ce projet. Merci, M. Cadwell. Merci, Mme Hackney, pour vos questions. Bonsoir. Bonne soirée. Alors, la période de questions est terminée. Monsieur le leader, Monsieur le chef de l'opposition. Je propose, appuyé par mon collègue M. Limoges, de prolonger de 30 minutes. Parfait. Alors, on prolonge la période de questions pour 30 minutes. J'invite maintenant M. Éric Pouliot à rentrer dans la salle du Conseil. Pouliot. Bonsoir, M. Pouliot. Bonsoir. Moi, je viens vous poser des questions en vertu de qu'est-ce qui s'est produit avec l'élu qui s'occupait des choses autochtones, qui s'appelait Marie-Josée Parent. C'est moi-même qui a fait sa généalogie qui est sortie dans les médias dans la semaine qui vient de passer, tout ça. Et puis, je me demandais quel était le projet d'incorporer des gens qui s'occupaient des choses autochtones sans toutefois en faire partie des communautés, puis tout ça. Moi, je fais partie de la communauté de Kanesatake, en partie Mohawk, puis en partie montagnais et tout ça. Et tout le monde dans la communauté urbaine autochtone de Montréal, tout le monde se connaît depuis 10 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. Alors, tout le monde se connaît et tout ça. Quelqu'un qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, puis qui se dit j'ai un ancêtre en 1600 quelque chose, puis tout d'un coup, qui s'accapare un poste. C'est un peu étrange que la Ville de Montréal, une institution de la sorte, ait jamais fait ces vérifications-là. Moi, je fais des études et des recherches dans ce domaine-là depuis pratiquement une vingtaine d'années. Tout ça, je fais des vérifications pour des registraires de bandes aussi occasionnellement.
Alors, c'est donc extrêmement curieux qu'un organisme tel la Ville de Montréal n'ait jamais fait cette simple vérification-là, malgré tous les dires Merci, M. Pouliot. qui se faisaient dire. Je vais laisser l'administration vous répondre. années. Monsieur le leader de l'administration. Oui, Madame la Présidente, bonjour M. Pouliot. Monsieur Pouliot, vous comprendrez que Mme Parent n'a pas fait la demande d'un avantage. Premièrement, elle s'est présentée aux élections comme tous les gens qui sont dans cette salle. Elle ne s'est pas présentée aux élections sur la base d'une origine ethnique, elle s'est présentée aux élections comme une personne. Sous une bannière, elle a gagné, elle siège ici comme conseillère. Elle a offert à la mairesse de la conseiller sur la question de la réconciliation parce qu'elle a œuvré dans ce domaine-là pendant des années et des années. La responsable du dossier politique de la réconciliation à Montréal, je voudrais rappeler à vous, M. Pouliot, et à tout le monde en passant, que c'est la mairesse de Montréal. Mme Parent la conseillait. Il y a aussi une commissaire. Alors non, on ne fait pas de vérification des origines ethniques des gens quand ils offrent de servir sur des questions. Elle est aussi responsable de la culture au comité exécutif et on n'a pas vérifié ses antécédents culturels non plus parce qu'on prend les talents qui s'offrent de servir au mieux d'une administration. Ceci dit, après la controverse qui a éclaté, Mme Parent choisit d'elle-même de se retirer du dossier, le temps de faire des recherches et de se défendre et d'entamer une réflexion dont elle nous fera part quand elle sera prête. En attendant, nous avons pleinement confiance au travail de notre collègue Marie-Josée Parent et je vous rappelle qu'elle n'a pas profité d'un avantage et elle a offert son expertise et ses services sur une question. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Monsieur Pouliot, avez-vous une deuxième question? Oui, bien, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez en réalité un point B dans la prochaine vérification de vos prochains conseillers qui vont s'occuper de ce dossier-là, puisque tout le monde la connaissait, puis tout le monde lui faisait confiance dans la communauté urbaine de Montréal, et cette confiance-là a été rompue, vraiment, franchement, rigidement, puis promptement. Et puis, ça crée vraiment tout un désordre complet dans la communauté urbaine de Montréal présentement, et probablement même dans toute la province de Québec. Alors, donc, tout le monde se demande vraiment comment la sélection, comment la procédure s'est passée là, pour l'intégrer dans l'équipe qui s'occupait des choses autochtones. C'est vraiment ça qui nous intéresse tous dans la communauté urbaine de Montréal, autochtone. On se le demande vraiment. D'où ça sort, cette histoire-là? Monsieur le leader, à vous la parole. On lui a fait confiance. Tout le monde. Je vais laisser Monsieur le leader vous répondre. Oui. Monsieur Pouliot, je voudrais vous rappeler que la responsable, je vais le redire très clairement, puis ça va être ça ma seule réponse, la responsable du dossier de la réconciliation à la Ville de Montréal, c'est la mairesse de Montréal. Tout simplement. On ne fera pas de vérification haute. La responsable de la réconciliation, elle est là. C'est la mairesse de Montréal. Donc, ça ne vous dérange pas d'avoir choisi Monsieur Pouliot, je vais laisser le leader finir de vous répondre. Qui a usurpé son identité. Monsieur Pouliot. Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner, Monsieur Pouliot. La responsable du dossier de la réconciliation, c'est la mairesse de Montréal. Puis, elle représente tous les Montréalaises et les Montréalais. Merci, Monsieur le leader. Merci, Monsieur Pouliot, pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant Monsieur Luc Brisson à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Monsieur Brisson. Bonsoir. Monsieur Bisson, excusez-moi. Luc Bisson, syndicat d'École Bleue, regroupé de Montréal, section locale 301. Tout récemment, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a fait état d'un objectif ambitieux de réduction de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030. En tant que partenaire nécessaire et privilégié à l'amélioration des services à la population, les travailleurs col bleu sont prêts à faire leur part afin d'aider l'administration municipale à atteindre ses objectifs. Nous invitons la Ville à réaliser qu'il est plus facile d'innover de nouvelles méthodes éco-responsables en matière de transport, de travail ou même d'outillage en collaboration avec ses fiers cols bleus. Ma question à la mairesse, considérant que plusieurs compagnies contractuelles parcourent de longues distances pour effectuer un travail qui pourrait être fait localement et afin de réduire l'impact des gaz à effet de serre en matière de transport, avez-vous considéré rapatrier plus de travail à l'interne?
Merci pour votre question. Monsieur le Président du Comité exécutif. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Alors, comme vous vous doutez bien, on va mettre à contribution toutes les forces vives de notre organisation municipale pour faire en sorte de réduire le bilan, donc le bilan environnemental donc de l'administration municipale. Alors, on est en train de travailler sur différentes facettes. Je perds vraiment la voix. Sur les différentes facettes de la vie municipale. Déjà, la mairesse de Montréal, Mme Laurence Lavigne-Lalonde et d'autres membres de notre administration ont livré certaines parties de ce plan. Alors, c'est sûr et certain que l'ensemble des unités de service, l'ensemble des travailleurs, des travailleuses, des membres de notre personnel vont être mis à contribution pour réduire le bilan carbone de notre administration. Alors, de la même manière qu'on a fait l'ensemble de nos choix jusqu'à maintenant, à savoir, est-ce qu'on va en impartition, est-ce qu'on garde le travail en régie, est-ce qu'on ramène des gens en régie, on va le faire dans cette perspective de transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bisson, votre deuxième question. Oui, afin de poser un geste fort, que pensez-vous de considérer les émissions de gaz à effet de serre dans le processus d'attribution des contrats? Monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait... Je pensais qu'avec de l'eau, ce serait mieux. C'est pire. Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Je l'ai vraiment entendu. Avec plaisir. Elle est courte. Afin de poser un geste fort, que pensez-vous de considérer les émissions de gaz à effet de serre dans le processus d'attribution des contrats? Ça a plein de bon sens. Alors, c'est sûr et certain que ça fait partie de notre analyse. Et déjà, le Bureau de la transition écologique et de la résilience travaille sur ces différents éléments. Alors, déjà, on est en train de regarder ces aspects. Madame Lavigne-Lalonde y travaille ardemment. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Chantal Jorgue à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, Mme Jorgue. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Messieurs et Madame les conseillers, les mairesses, les maires. Aujourd'hui, je suis Chantal Jorgue, commissaire scolaire de Onsic-Cartierville. Je salue ma mairesse, Madame Tullier. Ma question s'adresse à la mairesse Valérie Plante. Aucun recul des femmes en politique n'est acceptable. 51% des élus scolaires sont des femmes, faisant de la démocratie scolaire le seul palier de gouvernance paritaire au Québec. L'élimination d'un droit démocratique n'a jamais fait progresser une société. Les commissions scolaires sont créées en 1841 au Bas-Canada. Avant, même le ministère de l'Éducation, qui a été créé en 1964. La Commission scolaire de Montréal, elle, a été créée en 1846. En tant que conseil municipal, qui depuis 375 ans a élu une première mairesse ici, à la ville de Montréal, et où on a plus que la parité, 53 femmes sur 103 élus, je demande que le conseil municipal appuie notre pétition pour dire non au recul des femmes en politique. Merci pour votre question. Madame Thuillier, à vous la parole. Alors, bonsoir, Madame Jorgue. Excusez-moi de vous tourner le dos. Donc, effectivement, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur de nombreux dossiers. Alors, comme je le répondais à d'autres personnes qui sont venues poser la même question, il nous fera plaisir tout à l'heure de voter vraisemblablement à l'unanimité. Mais en tout cas, je ne veux pas m'avancer pour mes autres collègues, mais toujours est-il que l'administration ainsi que l'opposition officielle voteront pour la motion en faveur du maintien des commissions scolaires et des commissaires scolaires. Merci beaucoup pour votre présence à l'Hôtel de Ville. Merci, Mme Thuillier. Madame Jorgue, avez-vous une deuxième question? Oui, j'ai une deuxième question. Allez-y. Je voudrais interpeller personnellement toutes les conseillères et les mairesses ici pour vraiment nous appuyer à l'unanimité. Je le demande comme ma présidente, Mme Ariel. Alors, Suzy Miron, Sophie Moserol, Magda Pomenou, Nathalie Goulet, Madja Vadanovic,
Stéphanie Watts, Marie Desrosses, Suzanne Descaries, Caroline Bourgeois, Chantal Rossi, Cathy Wong, Lise Zarac, Émilie Tullier, Sue Montgomery, Marie-Josée Parent. Et en conclusion, je sais que vous Laurence, allez lire l'ensemble oui, des noms. l'ensemble des noms. Je pense qu'on se sent tous interpellés si c'était... D'accord. Est-ce qu'il y a une réponse de la part de l'administration? Oui? Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre intervention. Bonne soirée. Merci encore. Merci. Au revoir. J'invite maintenant M. Mathieu Girondin, ou Grondin. Mon Dieu, j'ai de la misère avec les noms de famille ce soir. Mathieu Grondin à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Grondin. Bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir, Mme la mairesse, les conseillères, les conseillers. Mon nom est Mathieu Grondin. Je représente un organisme qui s'appelle Montréal 24/24. Nous sommes un regroupement de citoyens ad hoc qui vise à valoriser et à défendre la culture de la vie nocturne à Montréal. Il y a quelques années déjà, l'administration précédente avait mis en place un projet de pilote dans le cadre de la Nuit blanche qui permettait à des établissements situés sur la rue Saint-Denis dans le quartier latin et sur la rue Crescent d'être ouverts au-delà de 3 heures du matin. Ensuite, il y a 2 ans, lors des dernières élections, Mme la mairesse, vous avez pris l'engagement de doter la Ville de Montréal d'une politique de la vie nocturne. La Ville de Toronto, cet été, a voté une motion permettant la mise en place de lieux de diffusion culturelle qui seront ouverts 24 heures sur 24 avec des permis d'alcool. Ils sont même dotés d'un ambassadeur de la nuit il y a quelques semaines. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. On a vu il y a quelques semaines le bar-spectacle Coop Les Catacombes qui devra fermer, qui est dans le quartier des spectacles. Pour cause de gentrification, le propriétaire préfère démolir le building et le vendre pour en faire des condos. Alors, ma question, Madame la mairesse, nous sommes à la mi-mandat. J'aimerais savoir quels gestes et démarches vous avez entrepris durant les 2 dernières années pour que Montréal puisse se doter d'une politique de la vie nocturne et par le fait même, quelle note vous donnez-vous sur 10 sur ce sujet? Merci pour votre question. Monsieur Baudry. Merci beaucoup pour la question, M. Grondin. Je vais répondre, puisque je suis responsable, entre autres, des dossiers commerciaux. Mais vous l'avez dit vous-même en fin de présentation, la question n'est pas simple. Il y a plusieurs enjeux, des enjeux de gentrification, des enjeux de cohabitation. Par contre, il y a du travail qui a été fait par l'administration et du travail qui vont continuer à être fait. Et on reste résolument engagé à vouloir travailler sur la mise en place d'une telle politique. Donc, on est actuellement à l'analyse et au travail au niveau des services de développement économique sur les opportunités. J'ai d'ailleurs reçu votre mémoire que vous avez fait Montréal 24/24 dans le cadre des consultations sur le loisir. Donc, c'est quelque chose qu'on a lu avec attention. Dès l'année prochaine, on va pouvoir mettre en place un plan de travail. Ce qu'il faut vraiment clairement dire, c'est que la question se pose aussi en lien avec la cohabitation et avec le bruit. Donc, il y a aussi du travail qu'on fait avec le gouvernement du Québec pour travailler à un éventuel observatoire du bruit. Ces questions-là sont longues. C'est des choses qu'on ne peut pas juste... On pourrait décider, comme précédente administration, dire on va nommer quelqu'un comme commissaire de ci ou de ça, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille avec les groupes, on travaille avec les données probantes et on va pouvoir vous présenter un plan de travail. Pour les notes, je vous laisse ça. Merci beaucoup. Avez-vous une deuxième question, M. Grondin? Oui, c'est justement, premièrement, nous espérons que la politique de la vie nocturne ira au-delà de la simple gestion des nuisances sonores. Nous croyons que la vie nocturne est beaucoup plus large que ça et qu'il y a toute une culture autour de ça. Il y a des gens qui en vivent, il y a des artistes qui en vivent et qui maintenant manquent de lieux de diffusion pour pouvoir s'exprimer. Et pour revenir au projet pilote qui avait été mis en place par l'administration précédente, puisque c'était un projet pilote, j'imagine que des conclusions ou un rapport a été fait par rapport à ça. Alors, j'aimerais savoir si ça existe et si c'est possible d'en prendre connaissance. Merci. Merci. Monsieur Baudry. Malheureusement, il n'y a pas de rapport qui avait été fait suite à cette initiative-là. Toutefois, l'initiative s'est poursuivie avec la SDC du quartier latin. Mais aussi, vous avez raison, on ne se limite pas, non, pas qu'au bruit, parce que les lieux de diffusion, effectivement, dans notre plan commerce, on a mis plusieurs mesures en place pour encourager d'ailleurs les activités commerciales. Les lieux de diffusion ont des enjeux aussi au niveau de la mise aux normes des installations pour la cohabitation. Ensuite, il y a des enjeux de gentrification qu'on travaille aussi à travers d'autres mesures que notre règlement pour une métropole mixte pour éviter la gentrification des quartiers et en garder la diversité. Il y a des mesures qui vont être mises en place aussi au niveau des ateliers d'artistes avec ma collègue Mme Popéanou. Donc, on voit vraiment la question de l'économie de nuit comme une question qui est complète et globale. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste par de petites mesures qu'on va pouvoir aborder la question, mais vraiment avec un plan de travail complet qui va impliquer plusieurs services de la Ville de Montréal. J'attendrai les résultats. Merci. Merci pour vos questions. Bonne soirée.
J'invite maintenant M. Jérémy Gauthier-Caron à rentrer dans la salle du Conseil. Ah oui, la personne au numéro 20 s'est désistée. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, Madame la Présidente et membres du Conseil. Je m'appelle Jérémy Gauthier-Caron, je représente le collectif Manifester sans peur. Montréal s'est engagé en 2017 à interdire les balles de plastique connues dans le jargon policier sous armes intermédiaires d'impact par projectile. Depuis, l'administration a réitéré à multiples reprises qu'elle comptait remplir cet engagement. On arrive à la mi-mandat, pourtant les policiers sont toujours équipés de ces armes mortelles. Le SPVM essaie de nous faire croire que les nouvelles munitions en gel utilisées sont plus sécuritaires. Pourtant, aucune étude indépendante ne s'est penchée sur la question. Le service se base sur les documents du manufacturier. Ce même manufacturier mentionne que l'arme peut causer des blessures graves, voire la mort. Madame Filato, vous venez de nous dire que manifester est un droit fondamental. Depuis la dernière commission de la sécurité publique sur le sujet des armes intermédiaires, quelles démarches ont été entreprises par l'administration sur le dossier des balles de plastique? Et pouvez-vous nous dire quand est-ce que les balles de plastique seront interdites pour de bon? Merci pour votre question. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre question. Effectivement, pour notre administration, le droit de manifester est un droit qui est fondamental. Si je me souviens bien, sous toute réserve à la dernière commission sur la sécurité publique concernant les armes intermédiaires, le SPVM avait parlé des grenades assourdissantes. Il y allait avoir un moratoire là-dessus. Les balles de plastique allaient faire l'objet de discussions entre le SPVM et l'administration. C'est le cas, en fait. Donc, nous sommes en discussion avec le SPVM pour savoir comment ces balles de plastique sont utilisées. À notre connaissance, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas utilisés par le SPVM. Non, mais il y en a eu 15 en 2018 puis 17 en 2017. OK. Donc, on va continuer nos discussions avec le SPVM pour savoir comment mieux encadrer cette question-là. Sachez que c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Vous le voyez justement avec l'annonce sur l'abrogation du règlement P6. Ça prend du temps parfois pour faire avancer les choses. On n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Je vous le propose si jamais vous voulez prendre le temps qu'on s'assoie ensemble. Dans le cadre d'une rencontre formelle, on pourra parler des balles de plastique, mais du droit de manifester dans son ensemble. Merci. Est-ce que vous avez une deuxième question? Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'elles vont être interdites? Madame Filato. Je n'ai pas d'échéancier pour le moment, mais comme je vous dis, on pourra prendre le temps de s'asseoir ensemble. Et pour le SPVM, pour nous, on a eu les discussions par rapport au droit de manifester. C'est certain que c'est un enjeu qui nous tient à cœur. On veut s'assurer que les citoyens et les citoyennes de Montréal se sentent en toute liberté pour manifester en toute sécurité et se faire entendre sur les enjeux qui les préoccupent. Donc, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec vous et de continuer les discussions avec le SPVM. Merci. Merci pour vos questions. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Martin Dion à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Dion. Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, bonsoir. Nous apprenons avec joie que Montréal aura son réfectoire à l'automne 2020, à moins que nous n'ayons pas eu les bonnes informations. Mais celui-ci, il irait au domicile au sous-sol de l'église Saint-Georges, entrée accessible identifiée comme étant accessible au 1105 rue Stanley. Je suis allé vérifier, mais je n'ai pas pu voir comment c'était configuré à l'intérieur. Question. Nous osons imaginer que cet endroit serait universellement accessible, tant par son entrée, la capacité, son mobilier, ses salles de toilette, etc. Pouvez-vous nous le confirmer?
Merci, M. Dion, pour votre question. Madame Goulet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Dion, pour votre question. Effectivement, il y aura un réfectorio l'an prochain et normalement, il y a déjà un réfectoire, une sorte de cafétéria attenante à l'église. Nous allons, et c'est là que sera installé le prochain réfectorio. Donc, ce n'est pas au sous-sol, c'est vraiment au rez-de-chaussée, si on veut, de l'église. Et votre question est excellente. C'est la tablée des chefs avec M. Archambault qui mène ce grand projet-là. Et dans nos discussions avec lui, on pourra s'assurer de l'accessibilité universelle de cet établissement. Merci. Merci, Mme Goulet. M. Dion, avez-vous une deuxième question? Oui. Y aurait-il une équipe conseillée avant l'élaboration du projet et pour tester l'accessibilité universelle? Ensuite, si déjà choisi, qui sont-ils? Merci pour votre question, Mme Goulet. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est une très, très bonne question. Je vais en parler à toute l'équipe de partenaires qui mènent ce grand projet-là. Et ce sera vraiment intéressant qu'il y ait une marche exploratoire et du travail, évidemment, en amont. La Ville de Montréal croit beaucoup à l'intégration de l'analyse différenciée selon les sexes, avec une perspective intersectionnelle. Ça comprend ça, l'intégration de l'accessibilité universelle dans nos projets. Alors, et avec nos partenaires également. Donc, on va s'assurer que ça se fasse. Je vous remercie de votre suggestion. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci, M. Dion. Bonne soirée. Et j'invite M. Louis Langevin à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Langevin. Bonsoir. Présentement, vous demandez 2 versements sans intérêt aux propriétaires, tandis que vous payez un salaire en 26 versements. Est-ce que cela est honnête envers les propriétaires? Merci pour votre question. Monsieur le Président du Comité exécutif. Oui, je crois bien que oui, effectivement. Est-ce que la taxe générale sur le compte de taxes va être détaillée, car on ne peut pas faire confiance à ceux qui se paient en 26 versements? Monsieur le Président. J'avoue que je ne peux pas trop comprendre celle-là. Là. Je ne vois pas en quoi vous ne pouvez pas nous faire confiance. Mais le compte de taxe va être amplement détaillé. J'ai approuvé il y a déjà 2-3 semaines ce qui va être le contenu de l'envoi de transmission de taxes municipales. Vous allez pouvoir voir les détails de votre compte de taxes municipales. Vous allez avoir différentes informations sur l'administration municipale également et surtout également des informations sur l'utilisation du 3.1. Alors, oui, le compte de taxes va être amplement détaillé avec des explications pour chacune des taxes qui vont être écrites dans votre compte de taxes. Est-ce que je peux avoir la date du dépôt du budget? Monsieur le Président. Lundi prochain, le 25 novembre. Et je vous ai réservé une copie papier, monsieur. Merci. Merci, monsieur Langevin. Et finalement, j'aimerais inviter Mme Linda Kelly à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour. Bonsoir, Mme Kelly. Oui, donc je suis présente ce soir au nom de la Ligue des droits et libertés. La Ligue des droits et libertés appuie la motion qui sera présentée demain, donc la motion non partisane qui vise à faire cesser les interpellations de routine arbitraire par des policiers et policières du SPVM. Et nous appelons le conseil municipal à voter en faveur de cette motion. Le rapport sur les interpellations policières du SPVM qui a été rendu public en octobre dernier en lien avec les identités racisées des personnes interpellées est accablant et confirme ce que de nombreuses organisations dénoncent depuis des années. À Montréal, les femmes autochtones, les personnes noires et les personnes arabes font l'objet de surinterpellations par rapport aux personnes blanches. Et ces interpellations ne sont pas fondées sur un délit ou une infraction criminelle, ce qui est important de souligner. Les personnes autochtones et racisées sont particulièrement ciblées en raison de leur identité raciale et elles font l'objet d'une collecte de renseignements disproportionnée, ce qui constitue de la discrimination raciale systémique.
Le conseil municipal ne doit pas se contenter de se dire choqué par le phénomène. Il doit agir concrètement pour mettre fin immédiatement aux violations des droits et libertés fondamentales qu'entraînent les interpellations policières de routine arbitraire. Et la Ville de Montréal a aussi l'obligation d'agir comme chef de file au Québec dans la lutte au profilage racial systémique et de reconnaître la nature systémique de ce phénomène, qui est une des nombreuses manifestations du racisme systémique présent dans notre société. Ma question s'adresse à l'administration et à l'opposition. Est-ce que demain, vous allez voter en faveur de la motion non partisane? Merci pour votre question. Madame Filato, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Kellil, pour votre question. J'ai tout récemment, dans les dernières heures, soumis certaines propositions d'amendement, autant à l'opposition qu'à M. Rotran, qui nous a soumis cette motion. Oui, je comprends votre point de vue de dire qu'il ne faut pas être choqué. Je vous dirais qu'on l'est tout de même. On n'était pas surpris par les résultats des chercheurs. On a tout de même, comme administration, demandé ces données-là. C'est nous qui avons donné le mandat pour avoir ce rapport. Oui, M. Perez, c'est en 2018 qu'on a donné le mandat aux chercheurs indépendants. Donc, on a obtenu les données. On veut aller encore plus loin pour comprendre la raison pour laquelle on a ces disparités. C'est vrai, on doit le nommer. C'est une problématique qui est systémique. Maintenant, on doit agir. Donc, tout ça pour dire qu'on a l'intention de voter dans le sens de faire cesser les interpellations qui sont sans fondement au sein du service. On a rajouté certaines choses, mais vous pouvez compter sur notre administration pour prendre des mesures concrètes pour réduire et éliminer toute disparité. Merci, Mme Filato. Et votre deuxième question est du côté de l'administration, c'est bien ça? Je pensais que ma première question pouvait être adressée à deux personnes, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Non. Okay. En complément, en fait, je veux juste préciser que on a bien entendu que les élus, l'administration se disaient choqués. Donc, je ne disais pas que vous ne pouvez pas vous déclarer être choqués, mais il n'y a rien de surprenant. C'est des constats qui sont répétés depuis des années, donc il est temps d'agir. Et dans ma deuxième question, j'aimerais aborder le plan stratégique du SPVM 2018-2021. La Ligue des droits et libertés et de nombreuses autres organisations ont répété dans la dernière année que ce plan ne permettra pas d'enrayer le profilage racial parce qu'il ne reconnaît pas la nature systémique du problème. On a répété ça à de maintes occasions. Et donc, essentiellement, en fait, le plan mise sur la formation et des séances de sensibilisation. Or, les trois chercheurs ont démontré dans leur rapport que les séances de formation sont nettement insuffisantes parce qu'elles ne sont pas suivies par des changements concrets dans les pratiques policières. Et il n'y a pas de changement de paradigme dans la façon dont le SPVM fait des interpellations. Et votre donc, ma question, en fait, à l'administration, est-ce que vous... ma question serait quel plan d'action l'administration va-t-elle mettre en œuvre pour que la Ville de Montréal commence enfin, sérieusement, à s'attaquer au profilage racial systémique? Merci pour votre question. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est certain que le plan d'action est sur une durée, en fait, jusqu'en 2021. Pour notre administration, suite à la réception des recommandations des chercheurs, donc des 5 recommandations, pour nous, c'était clair qu'il fallait agir rapidement, donc répondre aux 5 recommandations de façon favorable, immédiate, mais d'aller encore plus loin. Donc, ce n'est pas parce que le plan d'action se termine en 2021 qu'on ne peut pas le bonifier. Donc, on travaille très étroitement avec le SPVM, avec la Commission des droits de la personne également, qui va être présente le 22 novembre prochain pour donner son avis sur le rapport des chercheurs. Et on va voir comment on peut travailler ensemble, travailler avec les groupes de la société civile également, s'ouvrir à la société civile pour prendre en note, prendre acte de toutes les recommandations qui existent déjà, qui ne sont pas nouvelles, et comment les mettre en place. Et en conclusion. Parfait. C'était la conclusion. Merci beaucoup, Mme Filato. Merci. Merci pour vos questions. Alors, ceci conclut la période de questions du public.